Imagine un monde où l'humanité a disparu. Les villes sont devenues des prairies, les routes se sont effacées sous l'herbe et les maisons tombent lentement en poussière. Mais la terre n'est pas silencieuse. Des êtres vivent encore ici, les chiens. Et le soir, quand ils se rassemblent, ils racontent une étrange légende. La légende d'une espèce disparue. Une espèce capable de construire des villes gigantesques et de détruire des mondes. Une espèce brillante, violente, contradictoire. Une espèce qu'on appelait l'homme. Mais ces histoires sont-elles vraies ou ne sont-elles que des mythes transmis de génération en génération? Hello Nixonaut, dans cette nouvelle chronique, nous allons explorer l'un des romans les plus singuliers de toute la science-fiction. Un livre qui imagine un futur où l'humanité n'est plus qu'un souvenir raconté par d'autres espèces. Ce roman, c'est City ou Demain les chiens de Clifford D. Simak. Mais ce qui rend cette histoire fascinante, c'est que Demain les chiens n'est pas simplement un roman qui raconte le futur. C'est un livre qui imagine un monde où l'humanité est devenue une légende. Un monde où les descendants des chiens discutent entre eux d'une question étrange. Les hommes ont-ils vraiment existé? Ont-ils vraiment construit des villes couvrant la terre entière? Ont-ils vraiment fait la guerre jusqu'à menacer leur propre planète? Ou bien ces histoires ne sont-elles que des mythes inventés par leurs ancêtres? Et c'est précisément là que Clifford D. Simak a eu une idée absolument brillante. Car au lieu de raconter directement l'histoire de la disparition de l'humanité, il choisit de la raconter comme une série de récits transmis à travers les siècles. L'une des choses qui rend Demain les chiens immédiatement unique, c'est sa structure. Le roman n'est pas une histoire continue, il est composé d'une série de récits, presque comme des chroniques, qui couvrent plusieurs siècles de l'histoire de la Terre. Mais chacun de ces récits est précédé d'une courte note. Et ces notes ne sont pas écrites par des humains, elles sont écrites par des chiens. Car dans le futur imaginé par Simak, les chiens sont devenus intelligents. Ils parlent, ils réfléchissent et ils ont construit leur propre civilisation. Et surtout, ils possèdent une tradition orale, faite d'histoires anciennes. Ces histoires racontent un monde disparu, un monde dominé autrefois par une espèce étrange et imprévisible. C'est l'humanité. Les chiens ne sont pas certains que ces histoires soient vraies. Pour eux, l'idée même que les humains aient couvert la terre de villes, qu'ils aient construit des machines gigantesques et mené des guerres dévastatrices, ressemble davantage à une légende qu'à une réalité historique. Et c'est là toute l'intelligence du dispositif narratif imaginé par Simak. En transformant l'humanité en mythe, il nous oblige à regarder notre propre civilisation comme si elle appartenait déjà au passé, comme si nous étions nous aussi une espèce disparue dont on raconte les exploits et les folies autour d'un feu. Mais si ces récits existent dans le monde des chiens, c'est parce qu'ils racontent un événement fondamental, un événement qui marque le début de toute cette légende. C'est la disparition progressive de l'humanité. Et cette disparition commence par quelque chose de si banal qu'inattendu, la fin des villes. Mais la disparition progressive des humains n'est pas le seul événement qui transforme la Terre. Car pendant que les villes se vident, pendant que la civilisation humaine se disperse peu à peu à travers les campagnes, quelque chose d'autre est en train de se produire, quelque chose de beaucoup plus inattendu. Car dans l'univers imaginé par Clifford D. Simak, l'humanité ne disparaît pas simplement en laissant derrière elle des ruines, elle laisse aussi derrière elle des héritiers que personne n'aurait imaginés. Ce ne sont pas les robots ni une autre civilisation extraterrestre, mais les animaux qui vivaient depuis toujours aux côtés des humains, les chiens. Et grâce à une découverte scientifique aussi étrange que décisive, ces chiens vont bientôt acquérir quelque chose que l'on pensait réservé à une seule espèce sur Terre, le langage. La disparition de l'humanité ne commence pas par une catastrophe. Il n'y a ni apocalypse soudaine, ni guerre finale qui viendrait anéantir la civilisation en quelques jours.
Dans l'univers imaginé par Clifford de Saymack, la fin du monde humain commence par quelque chose de beaucoup plus discret. C'est la fin des villes. Dans l'une des premières histoires du cycle, Saymack imagine une transformation profonde de la société. Les progrès technologiques permettent désormais aux humains de vivre presque partout. Le travail peut se faire à distance, les communications deviennent instantanées et l'accès à l'information n'est plus limité aux centres urbains. Peu à peu, les grandes métropoles perdent leur raison d'être. Les familles quittent les immeubles et les quartiers densément peuplés pour s'installer dans des maisons isolées, dispersées à travers les campagnes. La vie devient plus calme, plus rurale, presque pastorale. Les villes se vident. Les rues autrefois animées deviennent silencieuses. Les immeubles se dégradent lentement et les infrastructures abandonnées tombent en ruine. Et sans que personne ne s'en rende vraiment compte, l'un des fondements de la civilisation humaine disparaît. Car les villes ont toujours été bien plus que de simples lieux d'habitation. Elles sont le centre où se concentrent les échanges, les idées, les ambitions et les conflits. Elles ont longtemps été le moteur de grandes transformations sociales et technologiques. Mais dans le monde imaginé par Saymack, l'humanité découvre qu'elle peut poursuivre son évolution autrement. Les hommes quittent les villes et se dispersent dans les campagnes, vivant dans des maisons isolées au milieu de vastes territoires redevenus sauvages. La vie devient plus calme, plus contemplative. Cela ne signifie pas pour autant que l'humanité cesse d'innover. Au contraire, certaines expériences deviennent encore plus ambitieuses. Tandis que la Terre se transforme peu à peu en un monde plus silencieux, certains humains tournent leur regard vers les étoiles. Des projets d'explorations interstellaires apparaissent et des voyageurs se préparent à quitter le système solaire en direction d'Alpha du Centaure. Ainsi, l'humanité ne disparaît pas d'un coup, elle se transforme, se disperse et emprunte des chemins de plus en plus divergents. Et pendant que ces transformations se mettent en place, une autre espèce observe cette évolution, les chiens. Au cœur de ces premières histoires apparaît aussi un personnage discret, un robot domestique au service de la famille Webster. Son nom est Jenkins. Et sans le savoir encore, il va traverser une grande partie de cette étrange histoire. Dans ces premières histoires apparaît également une famille qui va jouer un rôle essentiel dans l'évolution du monde imaginé par Saymack. C'est la famille Webster. Au moment où les villes commencent à se vider et où les humains s'installent dans des maisons isolées au cœur des campagnes, les Webster font partie de ces familles qui incarnent cette nouvelle manière de vivre. Leur maison se dresse au milieu d'un vaste domaine rural, loin des anciennes métropoles, loin de l'agitation des centres urbains qui dominaient autrefois la civilisation humaine. Et dans cette maison vit un personnage particulier. C'est un robot domestique et son nom est Jenkins. Comme beaucoup de robots dans la science-fiction de cette époque, Jenkins est conçu pour servir les humains. Il s'occupe de la maison, accomplit les tâches quotidiennes et veille sur les différentes générations de la famille Webster. Mais à la différence de nombreux robots imaginés par d'autres auteurs, Jenkins n'est ni une machine froide, ni un simple outil. C'est un personnage calme, attentif et profondément loyal. Et au fil des années, alors que les membres de la famille Webster se succèdent, Jenkins reste, toujours présent, toujours fidèle à la maison et à ceux qui l'habitent. Sans que personne ne s'en rende encore vraiment compte, il devient peu à peu une sorte de témoin des transformations qui affectent la Terre. Car pendant que les humains changent leur manière de vivre, pendant que leur civilisation se disperse à travers les campagnes, une autre évolution se prépare. Une évolution qui concerne les compagnons les plus proches de l'humanité depuis des millénaires, les chiens. Depuis des millénaires, les chiens vivent aux côtés des humains. Ils partagent leur maison, leur territoire, leurs habitudes. Ce sont des compagnons fidèles. Ils observent silencieusement une espèce capable de bâtir des villes, d'inventer des machines et de transformer le monde. Mais dans l'univers imaginé par Clifford de Saymack, cette relation millénaire va prendre une direction inattendue. Car un scientifique, membre de la famille Webster, va entreprendre une expérience assez singulière, tenter de donner aux chiens les moyens d'accéder à ce qui, jusque-là, semblait réservé aux humains, le langage.
Le problème n'est pas l'intelligence. Les chiens comprennent déjà plus de choses que les humains ne l'imaginent. Après tout, ils ont passé des milliers d'années à observer nos comportements. Ce qui déjà en soi doit constituer un excellent sujet d'étude. Hum, Le véritable obstacle est biologique. Leur corde vocale et la structure de leur bouche ne leur permettent pas de former les sons nécessaires à la parole. La solution imaginée est alors aussi simple que radicale. On passe par la chirurgie pour leur donner la parole. Et pour leur permettre d'interagir avec les objets du monde humain, on concevra également des robots qui deviendront leurs mains. Discuter de philosophie, c'est une chose, mais tenir un objet, un outil, un marteau, c'en est une autre. Peu à peu, les chiens commencent à parler. Ils commencent à réfléchir ensemble, ils commencent à transmettre des idées. Et pour la première fois dans l'histoire de la Terre, une autre espèce accède à une véritable forme de civilisation. Ce qui rend cette évolution encore plus fascinante, c'est qu'elle ne se fait pas dans la violence ou la rivalité. Les chiens n'ont aucune volonté de remplacer les humains, ni de conquérir le monde. Ça, c'est les chats. Rien à voir. Ils héritent simplement d'un savoir que l'humanité leur a transmis, et ils l'utilisent à leur manière, une manière plus calme, plus patiente et même philosophique. C'est peut-être là que Simak introduit l'une des idées les plus étonnantes de son roman. Et si l'intelligence n'était pas forcément liée à la violence, et si une civilisation pouvait exister sans conflit permanent. Mais pendant que les chiens apprennent à parler, l'humanité, elle, poursuit son chemin. Un chemin qui l'éloigne peu à peu de la Terre. Pendant que les chiens commencent à développer leur propre forme de civilisation, l'humanité, elle, poursuit sa transformation. Car dans l'univers imaginé par Clifford de Simak, je l'ai dit plein de fois ça, car dans l'univers imaginé par Clifford de Simak, la disparition progressive des humains de la Terre ne signifie pas leur extinction, au contraire. Certains choisissent simplement de partir. Depuis longtemps déjà, les hommes ont tourné leur regard vers les étoiles. Des projets d'explorations interstellaires voient le jour et des expéditions se préparent à quitter le système solaire. Parmi les destinations envisagées figure notamment Alpha du Centaure, l'une des étoiles les plus proches de notre Soleil. Pour ces voyageurs, l'avenir de l'humanité ne se trouve plus forcément sur Terre, ce qui est une solution, on va voir ailleurs. Une fois que c'est un petit peu le boxon, un peu beaucoup quand même. Mais Simak imagine également une autre voie, encore plus étrange, une voie qui ne consiste pas à quitter la Terre, mais à changer profondément ce que signifie être humain, car certaines expériences scientifiques vont permettre à des hommes de modifier leur propre nature afin de s'adapter à des environnements radicalement différents. C'est ainsi qu'apparaît l'une des idées les plus surprenantes du roman, qui est l'adaptation de l'humanité à la planète Jupiter. Oui, ça fait son effet quand même. Dans le monde de Simak, des scientifiques découvrent un moyen de changer de corps afin de permettre à l'humain de vivre dans les conditions extrêmes de cette géante gazeuse. Tu switches de corps avec une créature vivante du coin. En gros, pression colossale, atmosphère inconnue, c'est un monde radicalement étranger à la vie terrestre. Autrement dit, des endroits qu'on n'aurait normalement aucune raison d'aller visiter pour les vacances. Et pourtant, certains humains choisissent cette transformation. Ils abandonnent leur forme d'origine pour devenir autre chose, quelque chose de nouveau, une humanité capable de vivre dans les profondeurs de Jupiter. À partir de ce moment-là, les chemins de l'humanité se séparent. Certains quittent la Terre pour explorer les étoiles, d'autres choisissent de se transformer pour vivre dans des environnements impossibles. Et peu à peu, la planète qui avait vu naître l'espèce humaine cesse d'être le centre de son histoire. La Terre continue d'exister, mais les humains, eux, suivent désormais d'autres routes. Et pendant qu'ils s'éloignent ainsi de leur monde d'origine, la vie sur Terre continue d'évoluer. Car les chiens ne sont pas les seuls héritiers possibles de cette planète. Dans le silence des sols et des galeries souterraines, une autre civilisation commence lentement à se développer, celle des fourmis. À partir d'ici, je vais évoquer l'une des révélations importantes du roman. Donc si tu souhaites découvrir Demain les chiens sans rien savoir de la suite, c'est peut-être le moment de passer à la conclusion. Les chapitres sont en description. Ou alors tu peux enregistrer cette vidéo, aller lire le livre et revenir. Tant qu'à faire.
Pendant que l'humanité explore les étoiles et que les chiens développent leur propre civilisation, la Terre continue d'évoluer, car l'intelligence n'est pas forcément l'apanage d'une seule espèce. Dans les sols, dans les galeries souterraines, dans ces réseaux invisibles que nous foulons sans même y penser, une autre forme d'organisation est déjà à l'œuvre depuis des millions d'années. Les fourmis. Chez Saimak, certaines expériences vont accidentellement accélérer leur évolution. Peu à peu, ces insectes commencent à développer une organisation de plus en plus complexe. Leur société se structure, leur capacité à transformer leur environnement s'amplifie. Et lentement, presque imperceptiblement, les fourmis commencent à bâtir quelque chose qui ressemble de plus en plus à une civilisation. Une civilisation industrielle, avec ses structures, ses réseaux et une capacité remarquable à exploiter les ressources de son environnement. Et ce qui est fascinant dans cette idée, c'est qu'elle renverse complètement notre perspective habituelle. Car dans la plupart des récits de science-fiction, l'avenir de la Terre appartient aux humains ou à leur création. Mais dans le monde imaginé par Saimak, il se pourrait bien que l'avenir de la planète appartienne aux fourmis. Imaginez que la prochaine grande civilisation terrestre soit dirigée par des insectes de quelques millimètres. C'est pas exactement ce que l'humanité avait prévu pour son héritage, hein. Et pourtant, dans l'univers de Saimak, cette idée n'a rien d'absurde, car la Terre n'est pas un monde conçu pour une seule espèce. C'est un monde où la vie évolue, se transforme et parfois change complètement de protagoniste. Mais au milieu de toutes ces transformations, de toutes ces civilisations qui apparaissent et disparaissent, une présence demeure. Un témoin qui a vu les humains quitter les villes, les chiens apprendre à parler et les fourmis commencer à bâtir leur empire. Et ce témoin, c'est Jenkins. Au milieu de toutes ces transformations, il y a donc une présence qui demeure, un personnage discret, presque effacé, mais qui traverse toute l'histoire de ce monde. C'est Jenkins. Au départ, Jenkins n'est rien d'extraordinaire, c'est simplement un robot domestique conçu pour servir les membres de la famille Webster. Il entretient la maison, accomplit les tâches du quotidien et veille sur les différentes générations qui se succèdent dans cette demeure isolée. Mais les années passent, puis les décennies, puis les siècles. Et tandis que les humains changent, disparaissent ou quittent la Terre pour suivre d'autres chemins, Jenkins reste. Toujours fidèle à la maison des Webster, toujours fidèle à la mission pour laquelle il a été créé. Avec le temps, il devient une figure presque légendaire pour les chiens eux-mêmes, car dans ce monde où l'humanité s'efface peu à peu, Jenkins est l'un des rares êtres à conserver encore une mémoire directe de ce qu'étaient les hommes. Il a vu leurs espoirs, leurs contradictions, leurs génies et leurs faiblesses. Et pourtant, Jenkins ne nourrit ni amertume ni jugement. Il observe, il accompagne, il protège autant qu'il le peut les nouvelles formes de vie et de civilisation qui apparaissent sur Terre. Il devient d'une certaine manière le gardien silencieux d'un monde qui n'existe plus. Et il faut reconnaître que c'est une situation assez singulière. Un robot conçu pour servir les humains se retrouve finalement à préserver leur mémoire, alors même que l'humanité n'est plus là pour s'en souvenir. C'était pas prévu dans le mode d'emploi, ça par contre. Mais c'est aussi ce qui rend ce personnage si profondément touchant, car Jenkins incarne peut-être l'une des idées les plus belles du roman. L'idée que ce qui survit à une civilisation n'est pas forcément sa puissance ou ses machines, mais la mémoire qu'elle laisse derrière elle. Et peut-être aussi les valeurs qu'elle a réussi malgré tout à transmettre. Lorsqu'on lit ce que Clifford D. Saimak disait lui-même de cette série, on comprend peut-être encore mieux ce qu'il cherchait à faire. Dans la préface de 1996, Robert Silverberg rapporte ces mots de l'auteur. « J'ai écrit cette série par dégoût envers les massacres et pour protester contre la guerre », devait déclarer l'auteur bien des années plus tard. J'y ai aussi, en quelque sorte, réalisé un vœu. Je souhaitais créer le monde tel qu'il aurait, à mon avis, dû être, pétri de la gentillesse, de la douceur et du courage que je croyais nécessaire ici-bas. C'était une série nostalgique, parce que j'éprouvais de la nostalgie pour le passé que nous avions perdu et le futur que nous venions de perdre. J'ai fait des robots et des chiens, les gens avec lesquels j'aurais aimé vivre. Tout est là.
Il devait s'agir de robots et de chiens, puisque les humains n'étaient pas cette sorte de gens. Pour vraiment comprendre Demain les chiens, il faut aussi revenir au contexte dans lequel Clifford Desaimac écrit ses histoires. Les premières nouvelles paraissent dans les années 1940, alors que le monde vient de traverser la Seconde Guerre mondiale et entre dans l'ère nucléaire. Et dans l'avant-propos qu'il rédige en 1976, Saimac explique très clairement son intention. J'ai écrit Demain les chiens, non pas pour protester, à quoi cela aurait-il servi, mais pour créer un monde fantastique contrebalançant la violence que subissait le monde réel. Autrement dit, ce livre n'est pas seulement une œuvre de science-fiction, c'est aussi une tentative d'imaginer un monde plus doux que celui dans lequel vivait l'auteur. Mais Saimac ne se faisait pas pour autant d'illusions sur son époque. Dans ce même avant-propos, il écrit « Certes, il y a maintenant 30 ans que les nations du globe pratiquent une tolérance, même si la crainte seule la motive, qui tient en laisse la force nucléaire et son cortège d'horreur. Ce bon présage est toutefois moins encourageant qu'il n'y paraît. Si le feu de l'atome ne se déchaîne pas au cours des 30 prochaines années, peut-être pourra-t-on nourrir un début d'espoir. » Et en lisant ces lignes aujourd'hui, on ne peut s'empêcher de constater que cette inquiétude n'a jamais vraiment disparu. Lorsque l'on referme City, ou Demain les chiens, on réalise que ce roman n'est pas seulement une histoire sur la disparition de l'humanité. C'est une méditation sur le temps, sur l'évolution, sur la place très particulière qu'occupe notre espèce dans l'histoire de la vie. Dans le monde imaginé par Clifford Desaimac, les humains ne disparaissent pas dans une apocalypse spectaculaire. Ils s'éloignent simplement, ils changent, ils empruntent d'autres chemins. Et pendant ce temps-là, la Terre continue. Les chiens racontent encore les vieilles histoires. Les civilisations évoluent. La vie invente d'autres formes d'intelligence. Et quelque part, au cœur de ces récits, l'humanité devient peu à peu ce que les chiens eux-mêmes appellent une légende. Et peut-être qu'un jour, quelque part sur une terre que nous ne reconnaîtrions plus, quelqu'un racontera encore notre histoire et se demandera aussi si nous avons vraiment existé. Si cette histoire t'a parlé, si elle t'a fait réfléchir ou simplement voyager, alors n'hésite pas à me le dire en commentaire. J'aimerais beaucoup savoir ce que tu penses de cette vision du futur imaginée par Clifford Desaimac. Et dis-moi aussi si tu penses que l'humanité laissera derrière elle une trace ou seulement des histoires. Personnellement, j'étais passée à côté de cette pépite et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que ce livre est entré dans mon top 5 des romans SF que je préfère. Si cette chronique t'a plu, tu peux t'abonner à ma chaîne pour explorer d'autres œuvres de science-fiction. Tu peux aussi liker, commenter, booster si tu as encore des boosts gratuits et partager cette vidéo. Ça aide énormément, particulièrement pour l'algorithme. L'algo aime les vidéos qui sont chouchoutées ma vidéo. Et dans la prochaine vidéo, nous irons à la rencontre d'un auteur aussi discret qu'essentiel. Tu l'auras deviné, c'est Clifford Desaimac. D'ici là, prends bien soin de toi et n'oublie pas d'explorer de nouveaux horizons avec la science-fiction. Can you prove that it didn't happen?